On a le plaisir de recevoir Emmanuelle Coury. Emmanuelle est travailleuse sociale à l'Institut de santé mentale Douglas. Elle est aussi impliquée dans un groupe de recherche auquel je fais partie, qui est la rue de santé mentale et citoyenneté. Emmanuelle a fait sa maîtrise sur le rétablissement, un excellent mémoire de maîtrise que j'ai eu le privilège d'évaluer. Puis elle travaille aussi au niveau du doctorat qu'elle a entrepris, ça fait déjà 1 an, je pense, Emmanuelle, où elle approfondit la question du rétablissement. Là, elle va nous présenter, je vais vite, le titre de sa conférence, c'est la philosophie du rétablissement au sens pratique. Alors, je n'irai pas plus loin que ça, on a déjà perdu un petit peu de temps, je vais laisser la place à Emmanuelle. Bon, alors merci beaucoup. Merci de m'avoir invité pour cette introduction. Alors, c'est ça, effectivement, c'est un projet de recherche dans le contexte de mon travail comme doctorante qui s'intitule « Le rétablissement en santé mentale dans la cité, perspective de divers acteurs sur le sens et les interactions de cette orientation ». Alors, je voulais mieux comprendre à la fois le sens donné au rétablissement par les personnes utilisatrices, par les intervenants qui devront implémenter ou opérationnaliser cette philosophie, et aussi comprendre comment c'est opérationnalisé à l'intérieur d'une équipe de soutien communautaire, notamment une équipe de suivi intensif dans le milieu. Ces équipes-là, les équipes de suivi intensif dans le milieu, étaient identifiées par le plan d'action en santé mentale comme le programme de choix pour répondre aux besoins des personnes marginalisées qui vivent des problèmes de santé mentale et qui vivent dans la communauté. Et selon... Je vais juste interrompre un petit peu pour avertir tous les sites de fermer leur micro parce qu'on filme ici et ça fait un petit griche. C'est possible de fermer juste votre micro dans chacun des sites. On ne sait pas exactement c'est lequel qui est encore ouvert. Merci. Merci beaucoup. Excuse-moi. Non, c'est bon, c'est correct. Et c'est ça, ce que je disais, c'est les équipes de suivi intensif, selon le ministère de la Santé et Services sociaux, sont offerts dans une perspective de rétablissement. Alors, il y avait une certaine cohérence là pour étudier cette philosophie à l'intérieur de ce type d'équipe. Et je vais rapidement contextualiser ces deux directives de mon projet de recherche. Je ne vais pas prendre trop de temps parce qu'on a déjà pris un délai. Alors, le rétablissement, ce n'est pas nouveau. Ça fait des dizaines d'années qu'on parle du rétablissement dans différents contextes. Ici, au Québec, on en parle surtout depuis le plan d'action en santé mentale où le rétablissement a été nommé comme directive. Et le rétablissement comme philosophie a signalé un changement de culture en psychiatrie, d'une culture d'experts vers une culture plus collaborative. Ça a aussi signalé une volonté de s'éloigner d'un système pathologisant, de mettre l'accent sur des processus uniques et subjectifs. Alors, c'était quand même quelque chose de révolutionnaire, si on veut, à l'intérieur de la psychiatrie. Mais, comme on le sait, le plan d'action en santé mentale a été mis en œuvre à l'intérieur ou suite à la réingénierie de l'État, des changements dans les organisations de services ces changements ont été faits dans une perspective qu'on appelle néolibérale, très managérialiste, où il y avait beaucoup d'emphase mise sur la performance, sur la reddition des comptes, sur l'efficacité administrative. Alors, il y a certains paradoxes qui ressortent, certaines difficultés pour les intervenants de vivre ou de travailler dans une culture organisationnelle qui, à la fois, vise le rétablissement, le rétablissement des personnes utilisatrices ou des
des pratiques axées vers le rétablissement et des pratiques qui sont évaluées vis-à-vis de la performance. Alors aujourd'hui, je dirais 10 ans plus tard, 10 ans après le plan d'action en santé mentale, je pense qu'on est dans une ère, je dirais comme post-rétablissement, où cette philosophie est ancrée toujours ancrée dans ce paradigme néolibéral qui ne considère ou qui a mis peut-être à l'écart l'importance de considérer des inégalités structurelles et des inégalités sociales. Et on va voir dans quelques minutes comment on pourrait peut-être répondre à cette paradoxe ou cette contradiction. Ici, j'ai mis quelques citations concernant le rétablissement et j'ai souligné, bon, c'est juste pour, premièrement, démontrer qu'il y a plusieurs définitions. Certaines sont plus axées sur la citoyenneté ou sur la communauté que d'autres. Certaines virent vers la responsabilité individuelle de se rétablir ou sur une diminution des symptômes. Mais ici, j'ai souligné des éléments qui ressortent et qui sont axés sur les interactions entre acteurs sociaux. Travailler et aimer dans une communauté à l'intérieur de laquelle nous apportons une contribution significative. La redéfinition de ces relations interpersonnelles, participer activement à la vie en société, jouer un rôle dans la communauté. Alors, tout ça, ça parle d'une connexion sociale, des interactions dans la société et dans la culture plus large. Le rétablissement a des points forts, bien sûr, ce concept a des points forts. L'espoir, l'idée qu'une personne qui vit des problèmes de santé mentale a le droit et la capacité d'avoir la confiance dans un avenir, dans son avenir. La reconnaissance, le rétablissement offre une reconnaissance de la différence aussi, en termes de ces valeurs centrales. Mais il y a des faiblesses aussi dans cette philosophie. Je pense qu'une de ces faiblesses est l'emphase qui est mise sur la subjectivité, qui est un point fort, mais à la fois une faiblesse, parce qu'on oublie l'intersubjectivité, on oublie le fait qu'on est toujours en interaction avec l'autre, et que ce processus unique qu'une personne voudra ou pourra prendre se fait à l'intérieur de la société. C'est difficile de localiser ou de bien définir le rétablissement aussi. Et ça, c'est peut-être un point faible. À la fois, c'est une façon de vivre, à la fois, c'est une forme de solidarité, à la fois, c'est une politique, à la fois, c'est une façon de changer les programmes. Alors, il y a plusieurs critiques par rapport à cette pluralité de définitions. Mais je pense qu'il faut rester critique aussi de cette idéologie, de cette philosophie de rétablissement, parce que sinon, ça risque à devenir aussi une idéologie qui prend toute la place. Et on veut éviter que ça prenne trop de place, on veut garder, on veut essayer de respecter la pluralité des perspectives qu'on peut avoir. Alors maintenant, à l'intérieur de ces équipes de suivi intensif dans le milieu que j'ai mentionné au début, on a mis l'accent sur des pratiques axées sur le rétablissement. Mais qu'est-ce qui sont ces équipes de suivi intensif dans le milieu? Ce sont des équipes c'est un programme, c'est un modèle de programme qui provient des États-Unis, qui s'appelle Assertive Community Treatment, ou ACT. Et depuis le plan d'action pour la transformation des services en santé mentale en 1998, on développe ces équipes-là au Québec, surtout après le plan d'action en santé mentale en 2005. C'est un programme qui est basé sur des données probantes qui doivent suivre des échelles de fidélité, qui est à la fois axé sur le rétablissement et sur les soins dans la communauté, et à la fois un programme qui est aussi axé sur des traitements médicamenteux et sur l'adhérence à ces traitements. C'est un programme qui
qui a pour objectif de diminuer l'hospitalisation des personnes qui vivent des problèmes de santé mentale graves. Une des critiques très importantes de cet objectif est le risque d'institutionnaliser ou de sortir de l'hôpital, puis remettre les mêmes pratiques asilaires ou traditionnelles en psychiatrie, mais dans la communauté. Puis on va voir si, effectivement, c'est ça qui se produit à l'intérieur de l'équipe qui a participé à ce projet. Au Québec, il y a aussi un Centre national d'excellence en santé mentale qui a été créé après le plan d'action en santé mentale, qui soutient l'implantation et l'amélioration des équipes de suivi intensif dans le milieu. Cet centre d'excellence s'appuie sur les données probantes, mais aussi nomme le rétablissement comme un principe directeur dans l'évaluation de la qualité de ces programmes. Et aussi, un autre principe directeur du Centre national d'excellence en santé mentale est le partenariat et la collaboration avec les ressources de la communauté. Alors, ça veut dire que les équipes de suivi intensif dans le milieu au Québec devront être guidées par la perspective du rétablissement et par la volonté de tisser des liens dans la communauté. Mais la définition de ces deux choses-là n'est pas nécessairement, c'est pas très clair non plus. Alors, c'est quoi la problématique? Pourquoi est-ce que je voulais faire un programme ou un projet de recherche là-dessus? Bien, premièrement, la juxtaposition d'une philosophie collaboratrice comme le rétablissement avec des cultures de soins plus traditionnelles, hiérarchiques, est documentée dans la littérature comme peut-être quelque chose qui est contradictoire. Aussi, on sait que les discours de rétablissement sont difficilement traduits dans les changements, des renouvellements des pratiques sur le terrain. Et aussi, l'évaluation du plan d'action en santé mentale qui a été fait par le ministère en 2012 indique que les programmes de suivi intensif dans les milieux au Québec ne sont pas homogènes et que l'offre de services est variable. La signification du rétablissement dans le sens pratique est ambiguë. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, on a besoin d'une exploration, d'une investigation, d'une étude contextualisée, d'une étude locale pour expliciter les pratiques professionnelles dans un programme de suivi intensif au Québec, pour comprendre comment les soins orientés vers le rétablissement, focusés sur la communauté, sont accomplis. Alors, cette présentation je vais partager avec vous des réflexions préliminaires issues d'un terrain ethnographique, issu d'un projet de recherche qualitative que j'ai effectué j'ai commencé il y a presque 1 an. Alors, très rapidement, je vais parler des perspectives théoriques. Après ça, je vais décrire le projet plus en détail. Et ensuite, on va rentrer vraiment dans le vif de la présentation avec quelques réflexions préliminaires. Je vais parler surtout de la citoyenneté parce que, comme j'ai dit, je reste quand même critique de cette orientation de rétablissement et je ne pense pas que ça peut tout couvrir, ça ne peut pas offrir une réponse à tout. Et depuis quelque temps, je pense beaucoup à cette idée d'intersubjectivité, les relations sociaux, la reconnaissance entre acteurs sociaux, le pouvoir entre personnes, pas seulement entre intervenants et personnes utilisatrices ou leurs familles, mais dans la société aussi. Et ça m'a amené à penser au concept de la citoyenneté, qui est aussi très, très complexe, et on ne va pas prendre trop de temps. Mais c'est simplement pour vous dire que je pense qu'avec des lunettes de la citoyenneté,
on peut mieux comprendre le potentiel de cette philosophie de rétablissement. Ça nous amène à une conception de rétablissement qui inclut une reconnaissance des inégalités sociales plus larges, et des inégalités économiques aussi, et des interactions qui peuvent soutenir ces égalités ou qui peuvent aussi lutter contre ces inégalités. Bref, je pense qu'avec la citoyenneté, ça m'a aidé à mieux comprendre et agir sur la relation entre le processus individuel du rétablissement et la collectivité. J'ai été aussi assez influencée par ces auteurs, par cet article qui était en anglais, alors je l'ai traduit moi-même en français, mais il parle de nos rôles comme intervenants en santé mentale et que typiquement une implication sociopolitique et une responsabilité éthique est en dehors de la sphère habituelle de la pratique. Et si on est capable de prendre un cadre d'analyse qui nous permet de sortir de l'individuel, d'agir peut-être sur la société et sur la culture plus large, on pourrait travailler aussi à créer, à construire une société plus juste qui vise à réduire les inégalités sociales et qui vise à améliorer l'inclusion sociale des personnes avec cette optique de rétablissement et du rétablissement subjectif et unique de chaque personne. Alors, il y a 4 critères d'analyse qui ont ressorti avec ces lunettes de citoyenneté, si on veut, pour élargir le concept de rétablissement. Et on va voir comment je les utilisais. Alors, les objectifs étaient d'identifier et d'expliciter les pratiques d'intervention, de déterminer les liens entre les pratiques identifiées dans cette équipe de suivi intensif dans le milieu et le rétablissement, et aussi de déterminer des perspectives et des cadres de référence du rétablissement des personnes usagères et des intervenants, et de voir si ces perspectives correspondent aux pratiques actuelles. Alors, en termes d'analyse, je n'ai pas terminé mon analyse du tout, c'est vraiment des réflexions préliminaires qui ressortent. Alors, on ne va pas aller nécessairement en profondeur on ne va pas répondre à tous ces objectifs nécessairement aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est pertinent? En gros, parce que le sens donné au rétablissement en santé mentale influence les pratiques, influence la recherche. Alors, je pense que c'est important de le décortiquer et de mieux le comprendre. J'ai mentionné tantôt que c'était une recherche ethnographique. Ça veut dire que j'ai pris 7 mois et je me suis insérée, si on veut, dans une équipe de suivi intensif dans le milieu. C'était une équipe qui m'ont accueilli comme chercheur. J'avais carte blanche d'observer toutes leurs rencontres, toutes leurs réunions d'équipe, réunions sur les unités, rencontres avec des personnes utilisatrices, rencontres dans la communauté. Et j'ai aussi effectué des entrevues avec des personnes utilisatrices et l'équipe, et tous les membres de l'équipe. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires jusqu'ici? Ça va? Okay. Alors, qui est cette équipe? C'est une équipe au centre-ville de Montréal, alors un territoire urbain. Ça veut dire qu'il y a aussi chaque territoire, on sait, a sa couleur unique. Et dans ce territoire, il y a une complexité de problèmes sociaux
beaucoup de personnes en situation d'itinérance, toxicomanie aussi est une problématique importante, précarité sociale, je dirais, importante. Cette équipe-là a une structure d'équipe très horizontale, ça veut dire que tous les membres de l'équipe travaillent vraiment ensemble, ils sont à l'écoute d'un et l'autre, et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de langage, même si c'est une équipe psychiatrique, il n'y avait pas un langage très psychiatrique, il n'y avait pas un langage axé sur le diagnostic du tout. C'était vraiment pas fréquent de parler des diagnostics. Il y a l'intégration d'un programme de soutien à l'emploi, IPS, par un DTS de cette équipe-là. Mais ce que je trouve intéressant est de savoir, selon les personnes utilisatrices, c'est quoi l'objectif de cette équipe de suivi intensif? Et les personnes ont dit, bon, la raison d'être du suivi intensif est d'aider les patients dans la vie de tous les jours. Alors, une offre de service quotidien. C'est un organisme qu'on pourrait appeler l'hôpital sans mur, car on est dans la ville et on va s'occuper de toi. Une autre personne, bon, en fait, plusieurs personnes disaient c'est pour me maintenir loin du cercle infernal des hospitalisations. Et une autre personne a dit c'est de s'occuper des gens qui ont de la misère à se gérer eux-mêmes, qui sont sujets à retourner dans la rue finalement. Je vais parler, je vais partager avec vous une décortication ou les pratiques que j'ai été capable d'expliciter. Et ça, c'est basé sur des entrevues et des observations. Et ensuite, je vais partager avec vous le sens donné au rétablissement selon les personnes utilisatrices qui ont participé à une entrevue. Alors, en termes de vie de qualité, il y avait trois grandes choses qui ont ressorti à date. Premièrement, c'est le réseau social. Beaucoup de personnes qui sont suivies par cette équipe sont très isolées, vivent beaucoup de solitude, ont un manque d'un réseau social, réseau familial, et il y a une grande souffrance autour de cette solitude. Et on voyait, j'ai remarqué que souvent cette équipe était nommée comme leur réseau social, qui est bien d'un côté dans le sens que les participants disaient, bon, c'est une équipe très humaine, ils ont toujours un sourire, j'aime bien les voir, mais il y a un certain risque de paternalisme aussi. Et on peut se demander, mais comment est-ce que l'équipe peut donc travailler avec les personnes pour créer un autre réseau social à l'extérieur de l'équipe clinique. Il y a aussi l'aspect des complexités des problématiques et des inégalités sociales et des contraintes structurelles à la pratique plus créative et des pratiques qui restent assez technocratiques. Et je vais vous démontrer ça avec des citations. Alors, équipe comme réseau social, une personne a dit, bon, j'y viens ici 4 fois par semaine, ça me fait sortir. Et si jamais j'ai un problème, je sais qu'il y a quelqu'un ici qui peut m'aider. Une autre personne a remarqué ou a mentionné ou a partagé qu'il n'a pas de réseau social, ses parents sont décédés, il ne voit pas ses frères ou ses sœurs. Alors souvent, les rencontres quotidiennes avec cette équipe de suivi intensif étaient assez importantes pour ce monsieur. Ça donne une présence humaine. Tu arrives ici et le monde est de bonne humeur. Tu vois du monde. Alors, c'était quelque chose qui était quand même apprécié par les personnes utilisatrices, qui souvent vivaient des problématiques assez complexes. Cette personne que je cite ici est quelqu'un qui était en situation d'itinérance pendant longtemps. Il a vécu des périodes très, très difficiles et il a participé dans le projet projet Chez Soi. Et comme plusieurs personnes qui sont suivies par cette équipe de suivi intensif, il a été transféré du projet Chez Soi à cette équipe de suivi intensif. Et il y a, comme j'ai dit, une précarité sociale importante
important pour plusieurs personnes utilisatrices. Et les intervenants ont soit mentionné, ont démontré une certaine, je dirais pas malaise, mais peut-être impuissance, un sentiment que avec cette nouvelle clientèle qui vit cette souffrance sociale, ils n'étaient pas sûrs, il y avait des barrières à la pratique et ils se voyaient comme équipe de dernier recours. Alors, s'ils ne pouvaient rien faire pour aider la personne à s'en sortir, qu'est-ce qui pourrait arriver? Et parfois, ça fait soulever, comme je dis, l'aspect intersectoriel, où il y a des barrières plus larges qui ne sont pas nécessairement adressées quand on crée, quand on crée seulement des interventions individuelles. Il y a des barrières qui sont de l'ordre plus sociopolitique ou plus social. Et les contraintes organisationnelles, je dirais même professionnelles, administratives, ne donnent pas nécessairement l'espace pour explorer ce type d'intervention. Un intervenant a dit, parfois on s'occupe de leur bien, mais on oublie la personne. Là, je fais appel à cet aspect de pratiques qui sont parfois technocratiques, qui ne prend pas en compte tout le temps une vie de qualité. Je vais expliquer cette citation. C'était un monsieur qui était hospitalisé. On savait qu'il était hospitalisé. Il était pour être hospitalisé pendant un petit bout de temps. Alors, il louait une chambre. Alors, il fallait vider cette chambre. Et l'intervenant était en train de faire ça, d'appeler à un médecin Got-Junk ou d'essayer de trouver une façon pour débarrasser des choses de monsieur parce qu'il fallait vider cette chambre qu'il louait. Et là, la chef d'équipe est venue puis elle a dit, eh bien, est-ce que tu as informé monsieur qu'on vide sa chambre? Puis l'intervenant qui avait toute la bonne volonté a dit, mais non, il fallait faire ça maintenant, j'ai pas pensé à parler à la personne et à lui dire, bon, c'est ça qui arrive maintenant, c'est ça qu'il faut faire. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec tes biens? Est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut avoir un dialogue? Est-ce qu'on peut parler de comment est-ce qu'on va vider la chambre que tu loues et que tu ne peux plus louer maintenant? Alors, finalement, bien sûr, l'intervenant est allé parler avec la personne, mais ça fait, l'intervenant et le chef d'équipe ont dit, c'est ça, parfois avec tout ce qui se passe et certaines contraintes organisationnelles, on oublie la personne, on occupe de leur bien. Je vais amener votre attention à cette citation ici, une personne utilisatrice qui a dit, c'est pas un job vraiment difficile d'être intervenant, elle dit. Parce qu'ils puissent me renvoyer à l'hôpital n'importe quand. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Puis là, elle faisait référence aux ordonnances de traitement, à l'application des ordonnances qui est facilement fait dans le système en général. Et que parfois, elle avait ce sentiment que ses besoins ou ses motivations sont... C'est pas, que les intervenants n'ont pas le temps de nécessairement creuser profondément dans ses motivations, ou dans ses espoirs, dans ses ambitions. Et puis, que facilement, si ça ne va pas bien, elle va être envoyée à l'hôpital. C'est la même personne qui a dit « Ça me déprime que je ne puisse pas avoir les outils pour non seulement, pas juste avoir un appartement, mais aussi construire ma vie. » Mais eux, elle parlait de l'équipe, ils ne peuvent pas m'aider parce que c'est juste l'appartement, c'est juste la bouffe. Mettons la bouffe, l'appartement, le chauffage, la télévision, mais je n'ai pas d'outils pour ma vie. Alors, de sortir un peu de ce que cette personne dit, elle aimerait que l'équipe, que le programme peuvent sortir d'une pratique qui est vraiment axée sur des aspects plus que j'appelle technocratiques, logement, travail, bon, et on est bien avec ça.
Une autre personne ici parlait du fait qu'il voulait déménager de son appartement parce qu'il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de personnes qui habitaient autour de lui, qui faisaient beaucoup de bruit. Il est très sensible à ça. Alors, il a demandé à l'équipe s'il pouvait déménager, puis la réponse, c'est que finalement, avec les moyens que j'ai pour vivre, c'est le maximum que je peux avoir. Alors, ça, c'est une barrière structurelle. Pourquoi est-ce que c'est le maximum que cette personne peut avoir? Plus tard dans l'entrevue, il me dit que l'équipe a suggéré qu'il a besoin de travailler, de trouver un job, peut-être à temps plein, pour pouvoir s'en sortir. Mais qu'est-ce que ça dit de notre système d'assistance sociale? Qu'est-ce que ça dit de l'habitation, des habitations qu'on construit? Et qu'est-ce qu'on peut faire comme intervenant? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'on peut agir sur ces inégalités? C'est encore des questions, comme j'ai dit, c'est des réflexions, mais... Alors là, un autre critère d'analyse était la participation. Et ici, dans participation, ce qui a ressorti était le dialogue. Okay, le dialogue, comme... quand je parle de dialogue, je parle de la place centrale de la personne dans le choix d'intervention et de traitement, et aussi l'échange d'informations qui est fait de manière égale à égale. Souvent, bien sûr, je pense j'ai observé une grande volonté de créer, de construire des relations très humaines, très respectueuses. Et il y avait bien sûr plusieurs exemples où il y avait des relations qui étaient construites, qui allaient au-delà de ce qu'on voit typiquement en psychiatrie. Par exemple, il y avait un monsieur qui voulait absolument aller voir un match de football, de soccer. Il n'avait pas les moyens, il n'avait pas des amis non plus pour aller avec lui. Et finalement, pendant le fin de semaine, un intervenant est allé avec lui. Il était très, très content, ce monsieur. C'est un autre type d'accompagnement qu'on ne voit pas typiquement, traditionnellement, en psychiatrie. Mais, en même temps, la plupart des contacts qui est fait pendant ce qu'on appelle des med drops, alors des visites de 4 ou 5 minutes chez la personne pour donner des médicaments. Et je peux vous dire que chaque intervenant social qui a été interviewé pour ce projet a dit qu'ils sont mal à l'aise avec cette pratique-là, que c'est l'aspect de leur travail qu'ils aiment le moins. Et typiquement, c'est des questions, parce qu'ils n'aiment pas, parce qu'ils trouvent qu'ils sont conscients que c'est intrusif, ils sont conscients que c'est axé sur les médicaments, mais aussi ils sont conscients que c'est parfois la seule façon qu'ils peuvent rentrer en contact avec la personne. Et là, le contact, ça passe souvent par des questions assez techniques, comme comment est-ce que tu as dormi, sont quoi vos plans pour la journée, est-ce que vous avez pris vos médicaments? Alors, c'est ça. Alors, en termes de diabète, par exemple, il y a des personnes qui vont dire c'est comme d'égal à l'égal. Le rapport client n'est pas là. Ça, c'est une personne utilisatrice. Il nous rejoint à un autre niveau. Ça part des problèmes personnels, des problèmes politiques, tout ce qui entoure la vie d'une personne. Okay? Mais une autre personne va dire, ben, on va manger, on prend un café, on fait plein d'activités. Mais moi, je pensais qu'ils allaient plus vouloir demander des informations à mes parents sur comment j'étais. Et vraiment comme, je suis plus un numéro, un dossier. C'est qu'est-ce que j'ai fait, ce n'est pas qu'est-ce que je suis, mais c'est ça. Depuis le plan d'action, surtout depuis le plan d'action, on parle beaucoup des plans d'intervention individualisés. Je suis sûre que s'il y a des intervenants ici, et des personnes utilisatrices aussi, j'espère, on est interpellés par cette idée de plan d'intervention individualisé. C'est un outil. Comment est-ce qu'on utilise cet outil? Okay? C'est ça qui est important. Et ici, il y a une citation d'une personne qui explique comment c'est utilisé à l'intérieur de cette équipe.
Mettons qu'il me parle de l'estime de moi. Là, de 1 à 10, comment tu te situes pour l'estime de soi? Mettons que j'ai dit 6,5. Je ne sais pas pourquoi je mettais des virgules, mais 6,5. Là, il me demandait pourquoi tu dis ça. Parce que j'ai un manque de confiance en moi? Parce que quand je suis en relation avec les autres, je veux toujours qu'ils m'aiment? Lui, il écrit ça. Il a toute une liste et à la fin, on doit cibler ensemble 2 objectifs pour le prochain mois que je préférais le plus améliorer, changer, transformer. Là, il va me remettre bientôt le plan d'intervention, je vais le signer et ça va être la marche à suivre pour le prochain mois. Honnêtement, je trouve que c'est une perte de temps, c'est une perte de papier. On s'en fout des objectifs. Il y en a trop pour commencer. Et après, la même personne a dit, ben, pourquoi ne pas faire le plan d'intervention sur 2 rencontres, par exemple? Et j'en ai vu plusieurs plans d'intervention dans plusieurs équipes en santé mentale et en psychiatrie. Et il y a une équipe qui avait un plan d'intervention de 4 pages, très qualitative, qui était fait sur 4 rencontres. Ça, c'est le pays le plus démocratique, je veux dire, si on veut, que j'ai vu. Mais c'est juste pour dire qu'il y a plusieurs façons de faire. Et on peut sortir cet outil, on peut l'utiliser de façon très différente. Alors, ici, on a une personne utilisatrice qui a une suggestion, mais il y a d'autres façons de faire pour que ça soit moins technique, moins quantitatif aussi. Toutes les personnes ont dit que c'est eux qui ciblent les objectifs, que c'est eux qui décident. Mais plusieurs ont dit que ce n'est pas vraiment utile. C'est là, mais ce n'est pas obligatoire. Un autre critère qui a ressorti est, bon, flexibilité, je pense peut-être souplesse serait un meilleur mot, pardon, en français. Parce que cette équipe-là, ben, les équipes de suivi intensif en général se démarquent d'autres équipes en psychiatrie par l'intensité de l'offre de service, la proximité et cette flexibilité ou autonomie. Tous les intervenants ont dit qu'ils ont une grande autonomie dans la construction des interventions, donc qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils frappent à la porte de quelqu'un pour donner les médicaments. Bon, ils pourraient rester une demi-heure s'ils voulaient, ou s'ils pouvaient, parce que souvent ils doivent rencontrer plusieurs personnes, alors il n'y a simplement pas le temps. Ou s'il y a quelque chose qui arrive, ben c'est à eux de prendre le temps et ils n'ont pas besoin d'appeler au bureau. Puis il n'y a pas une reddition de compte, si on veut, qui est fait par rapport au temps qu'on passe avec la personne. Autrement que dans d'autres équipes de deuxième ligne, mettons en clinique externe, où il y a plus de contraintes administratives vis-à-vis le temps qu'on passe avec chaque personne. Mais, qu'est-ce qui est fait avec cette marge de manœuvre que le modèle du suivi intensif nous donne ou donne aux intervenants? Et qu'est-ce qui peut être fait étant donné des contraintes organisationnelles et structurelles qui sont partout dans le réseau de santé et santé mentale? Il y a à la fois une rigidité dans les outils, on a parlé du PI, mais il y a d'autres outils qui sont utilisés aussi. Il y a les ordonnances de traitement, qui n'est pas un outil vraiment, mais il y a aussi beaucoup d'espace pour créativité. Il y a une perspective de rétablissement qui n'est pas nommée nécessairement par l'équipe ou par les intervenants, mais les valeurs à l'intérieur de rétablissement sont souvent nommées. Et il y a une volonté de pouvoir travailler vers le rétablissement de chaque personne, mais il y a plusieurs pratiques très coercives aussi. J'ai remarqué qu'il y a 2 grands types de suivi qui sont offerts. Si une personne utilisatrice est considérée et jugée par l'équipe d'avoir une bonne introspection, bien là, on va offrir un travail d'accompagnement. Alors ça, c'est le travail d'accompagnement qui est, moi je dirais en psychiatrie, est assez nouveau. Cette idée d'accompagnement qui vient des ressources alternatives aussi, différents types d'accompagnement. Et si quelqu'un est jugé d'avoir un manque d'introspection, bien là, on retourne à un travail de filet de sécurité et de maintien.
Alors, une personne seule, alors si on parle des deux types de suivi qui sont offerts, il y a une personne qui a dit on ne sait pas s'ils nous veulent du bien ou s'ils veulent notre mort. C'est comme un peu proche. Alors là, je vais contextualiser et donner un exemple de quelque chose qu'elle venait de voir dans la salle d'attente. Alors, un intervenant annonçait à une personne avec la police, parce qu'ils ont appliqué une ordonnance, l'ordonnance de traitement, « Toi, tu vas retourner à l'hôpital. » Le monsieur était assis dans la salle d'attente avec cette personne. Mais 2 minutes après, le même intervenant donne 40 $ à une fille pour qu'elle puisse acheter son épicerie. Ça ne fait pas de sens. Alors là, ce que cette personne a fait ressortir, c'est les paradoxes, les deux types de suivi complètement différents, les différents types d'interventions qui sont faits, qui sont parfois contradictoires, et que pour elle, ça la déstabilise un peu parce qu'elle n'est pas sûre quel type de patiente qu'elle est. Les intervenants, je dirais presque tous les intervenants, étaient conscients de ces paradoxes. Là, je vais passer un peu vite sur ça, mais ça, c'est juste des citations qui démontrent les différents types de suivi ou les différents types d'alliances thérapeutiques, même si on veut, qui sont créées. Alors, il y a beaucoup d'encadrement, dit ce monsieur-là. Une autre personne ici qui est quand même assez impliquée dans des organisations communautaires, il dit tu peux devenir psychotique en étant dans des organismes de la communauté et tout ça, mais le suivi intensif, ils te voient tous les jours. Ils peuvent faire un bilan, ils peuvent agir. C'est comme un mécanisme de défense, c'est comme une barrière. Une autre personne a dit, il ne faut pas juste me renvoyer à l'hôpital. Et ça, j'ai observé ça aussi à plusieurs reprises, ce type d'ouverture, de prendre un risque. Ils ont accepté que je sois un bon bout dans la rue, et c'est une expérience que je voulais vivre, et je suis contente qu'ils aient accepté ça. Et ça, c'était quelque chose que j'ai observé plusieurs fois, cette ouverture à laisser des personnes prendre des risques, à vivre des expériences. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très novateur en psychiatrie aussi. Ils m'ont amené à réfléchir à des situations ou des états d'être que je ne savais pas que j'avais en dedans de moi. Ils sont encore très précieux pour moi. Ça, c'est ces relations, c'est le contact qu'il a avec l'équipe. Et ici, cette dernière citation, ça démontre aussi l'aspect plus technique. Mon argent est géré par l'équipe, mon loyer est payé par l'équipe. Alors, il y a toujours aussi cette suivi plus hospitalier, traditionnel qui se fait. Alors, finalement, c'est des types de suivi qui sont sur un spectre vraiment très, très large. Finalement, il y avait le critère de mobilisation. Et dans ces critères-là, une chose qui est ressortie, c'est le travail de déstigmatisation, okay, qui est fait sur 3 paliers, sur le micro, avec la personne et sa famille, peut-être si la famille est présente. Alors là, on parle surtout de la sensibilisation, de l'éducation. Au niveau méso, avec les propriétaires de logements, avec des employeurs, avec les propriétaires de cafés, avec des pharmaciens, l'équipe était très en contact avec ces acteurs dans la communauté. Et au niveau macro, ça c'est au niveau plus politique, disons, l'équipe était active, mais ce n'est pas l'équipe qui était active en fait, c'est le psychiatre qui était très actif au niveau politique afin de pouvoir offrir des services aux personnes en situation d'itinérance, de sensibiliser les politiciens par rapport à ça, surtout. Mais, alors, il y avait du travail de déstigmatisation
axé sur l'éducation, sur la sensibilisation, sur le contact avec des membres de la communauté, pas nécessairement des organisations communautaires, pas beaucoup, mais des membres de la communauté, les pharmaciens, comme j'ai dit, les propriétaires de cafés, les propriétaires de logements. Mais il n'y avait pas un travail de déstigmatisation qui était de l'ordre de protestation ou de militance, si on veut. Et peut-être ça c'est parce que la définition d'intégration et la définition de communauté qui donne les intervenants est très normative. Alors, presque tous les intervenants, quand j'ai les interviewés, m'ont dit que communauté veut dire logement. Alors, si on a trouvé un logement pour quelqu'un, bon là, il est dans la communauté. Il est intégré. Il est intégré, bon, c'est ça. Et comme j'ai mentionné, les liens avec les organisations communautaires n'étaient pas très, très présents. Il y avait des personnes utilisatrices qui étaient, bien sûr, en contact avec des organisations communautaires, mais ils m'ont dit que c'était vraiment séparé de leur suivi par cette équipe-là et qu'ils ont souvent trouvé ces organisations eux-mêmes. Alors, en termes d'intégration et bien-être, cette personne a dit que l'équipe offre plusieurs choses, qui est vrai. Tu peux aller à l'école, tu peux travailler, tu peux avoir plusieurs heures, 15 à 20 heures à une place pour avoir plus d'argent par mois. C'est ça, tu peux aller à l'école, trouver des activités à faire, faire du sport. Alors ça, c'est quelqu'un qui était suivi aussi par le TS qui était en charge du programme IPS et qui a eu une très belle expérience avec ce programme-là. Une autre personne, par contre, a dit « Je suis interpellée, mais ça ne change rien à ma vie. Ma vie ne va pas se transformer parce que je vais avoir un travail, parce que je sens que les problèmes me suivent là. C'est comme si je suis désillusionnée de la vie normale parce qu'il m'est arrivé des choses vraiment dures, alors j'ai de la misère à prendre le dessus. » Alors, elle parle encore de ce besoin d'aller au-delà des solutions qu'on retrouve dans l'emploi ou l'éducation. Il y a quelque chose de plus large qui doit être travaillé, selon elle. Et là, en termes de lien avec l'organisation communautaire, ça dépendait vraiment de la personne. Il y a une personne ici qui parlait de plusieurs références qu'il a reçues pour aller être impliqué avec des organisations communautaires. Mais de tisser les liens avec les organisations communautaires, avec la communauté, ensemble pour avoir un projet social plus large, ça, c'était pas nécessairement une priorité ou il n'y avait pas une capacité en termes de temps et d'administration pour faire ça. Alors, maintenant, j'aimerais partager avec vous, maintenant qu'on a regardé ensemble un peu quelques pratiques qui se fait, j'aimerais voir avec vous le sens donné au rétablissement et au processus de rétablissement selon les personnes utilisatrices qui ont participé dans ce projet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le rétablissement? Avoir la paix, l'équilibre, me maintenir dans la réalité le plus longtemps possible. Et j'ai demandé, mais c'est quoi, est-ce qu'il y a une différence entre une personne en processus de rétablissement ou une personne qui ne l'est pas? Juste pour mieux saisir un peu qu'est-ce qu'on veut dire par rétablissement. Et ça, c'est deux citations qui sont assez typiques ou qui démontrent un peu la plupart des réponses. Cette personne a dit, bon, une personne qui est en rétablissement a plus de facilité à se dissocier du problème et à en parler. Et la deuxième personne a dit aussi, c'est une personne qui doit être consciente de ces épisodes psychotiques, paranoïdes ou autres, et qui travaille là-dessus avec les intervenants. Alors, il y a une certaine, on peut dire peut-être qu'il y a une certaine prise de volonté de discuter, de rentrer en relation par rapport à ces problématiques et ces difficultés ou ces souffrances. Expérience personnelle du rétablissement. Alors, il y a une personne qui disait, ben, moi, j'ai besoin de mon entourage, de mon père, qui m'aide vraiment à prendre conscience que je suis en rétablissement. Et une autre a dit, quand les Pauls m'ont quitté, je suis au milieu.
je me reconnais. Je sais là que ça va dans le bon sens. Et une troisième, ça c'était partagé par plusieurs personnes, je suis en rétablissement depuis que je suis sortie de l'hôpital il y a 1 an. Et le fait de ne pas devoir retourner à l'hôpital, pour moi, est un signe que je suis en rétablissement. Alors ça, c'était très important pour plusieurs personnes. L'hospitalisation était très, très traumatique pour toutes les personnes qui ont participé. Qu'est-ce que ça prend pour être en processus de rétablissement? Il faut que les choses que tu fais, ça devienne acquis. À posséder assez d'acquis pour vivre sans avoir de problème. Une autre personne a dit une stabilité de logement avec des bons voisins. Parce que des fois, le voisinage, c'est pas juste avoir le logement. Des fois, le voisinage, ce n'est pas évident. Mais là, ça va bien, c'est stable pour moi. Avoir un réseau social. Une autre personne a dit de ne pas être seul. Ça, c'est une thématique qui était partagée par toutes les personnes qui ont participé. Qu'est-ce que ça prend pour être en processus de rétablissement, de ne pas être seul? Ça fait appel encore à l'intersubjectivité, que nos processus individuels, subjectifs se font. Et dans le contexte plus large, il y a d'autres personnes autour de nous tout le temps. Et parfois, ils sont autour de nous, mais on est toutes seules. Alors, comment est-ce qu'on peut, premièrement, créer des liens qui sont plus forts? Et deuxièmement, travailler ensemble pour diminuer les barrières à l'amélioration d'une situation très précaire. Là, inspiré du travail d'un économiste qui s'appelle Amartya Sen, je pense, c'est des réflexions préliminaires, comme j'ai dit, mais que ce qui ressort des discours des personnes m'amène à penser que les constructions du concept de rétablissement requièrent, premièrement, une reconnaissance des capacités des personnes, mais ces personnes ont besoin de certaines ressources afin de pouvoir réaliser ces capacités. Donc, c'est une paradigme interdépendante où la personne est en relation avec d'autres personnes utilisatrices, avec leur famille, avec des amis, avec des organisations, c'est un réseau social, il y a un réseau systémique, ils sont en contact avec notre réseau public, avec des employeurs, avec des propriétaires de café, des propriétaires de logements. Ils sont en contact avec la culture plus large aussi. Et ils participent à ces différents réseaux. Et aussi, comme tout le monde, ils reçoivent des ressources sociaux, ils reçoivent des ressources économiques, ils reçoivent des ressources politiques, culturelles, etc., de ces différents réseaux. Le sens de rétablissement va au-delà des constructions traditionnelles qu'on retrouve des constructions traditionnelles du rétablissement qu'on retrouve dans les politiques, okay? Qui sont souvent axées sur la responsabilité individuelle, personnelle. Les pratiques quotidiennes, les professionnels et les personnes utilisatrices du suivi intensif urbain à Montréal visent à la base une connexion avec autrui, mais sont entravés par un travail localisé dans la communauté qui doit faire face à des barrières au développement des pratiques participatives et transformatives, des barrières administratives, organisationnelles et des barrières professionnelles, je dirais aussi. Finalement, le rétablissement, comme j'ai mentionné, et dans la littérature, on parle beaucoup d'un processus subjectif, mais le potentiel de son impact sur les services et sur la société aussi est élargi avec une optique intersubjective qui fait appel à ces relations et interactions entre acteurs. Et je pense que c'est important, ce qui ressort pour moi, c'est que c'est important de soutenir la construction des pratiques
de les soutenir au niveau organisationnel, okay, mais aussi au niveau de professionnel. Et par là, je veux dire de formation aussi. Des pratiques qui visent à transformer une expérience subjective, alors des pratiques qui sont traditionnellement axées sur l'individu, sur individuel, et élargir ça par des pratiques qui visent aussi à transformer l'intersubjectif. Et souvent, on voit qu'il y a beaucoup de discours marqués par la souffrance, par l'exclusion, par la marginalisation, des discours des personnes qui vivent des problèmes de santé mentale, mais qui vivent quelque chose plus large, qui est en fait en lien avec leur classe et les barrières qu'ils doivent faire face dans la société. Alors, et c'est ça. Merci beaucoup pour votre attention.